Salam alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Alors, de nouveau, ravi de vous retrouver sur la chaîne. Alors, pour démarrer cette nouvelle vidéo, donc toujours sur la formation Cisco CCNA 300, autant pour moi, 200, 301, n'est-ce pas? Alors, la dernière fois, on avait vu de manière brève la présentation donc d'un réseau, n'est-ce pas? Alors maintenant, aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle par le modèle OSI. Alors, c'est quoi le modèle OSI? Déjà, quand on dit modèle, on fait allusion à quoi? À ce qu'on appelle une référence. Alors, une référence de quoi? Simplement une référence dans la communication entre les périphériques, n'est-ce pas? Qui doivent communiquer sur ce qu'on appelle un réseau. Donc, pourquoi donc ce modèle? Parce que simplement, il y a une diversité de solutions qui existent, n'est-ce pas? Il y a plusieurs constructeurs de composants réseau et ces composants réseau peuvent ne pas être, ou bien ces composants réseau ne sont pas compatibles. Donc du coup, si vous avez deux périphériques qui ne sont pas compatibles et que vous voulez échanger donc des informations entre ces périphériques, bien évidemment, ça ne va pas passer. Maintenant, à travers le monde entier, il y a plusieurs organismes, il y a plusieurs entreprises qui sont des fabricants de composants réseau. Et au début, ces composants réseau, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'étaient pas compatibles dans le processus d'échange d'informations. Donc, il fallait trouver un consensus dans, comment dirais-je, quel que soit le type de matériel utilisé, quel que soit le système d'exploitation utilisé, qu'on arrive à échanger des informations. Alors, donc, pour ce faire, il y a ce qu'on appelle des organismes, donc de normalisation, comme on le dit. Bon, il peut y avoir des organismes de normalisation de niveau national, de niveau continental, voire même de niveau international. Donc, à l'image de ces organismes de normalisation de niveau international, il y a ce qu'on appelle l'ISO, n'est-ce pas? Donc, l'ISO, pour dire International Standard Organization, bien l'Organisation internationale de normalisation. Alors, qui sont là presque dans tous les domaines et qui se chargent de la normalisation dans presque tout, n'est-ce pas? Domaine agricole, domaine électronique, domaine médecine, etc. Donc, qui délivrent donc ce qu'on appelle des numéros de référence homologués et qui permettent de faire quoi? Qui permettent simplement d'identifier une technologie, n'est-ce pas, comme étant une référence dans son domaine, n'est-ce pas? Alors, bien évidemment, dans le domaine des réseaux informatiques, il y a ce qu'on appelle une technologie, n'est-ce pas, qui a été homologuée par cet organisme qu'on appelle ISO. Alors, cette technologie vient ce qu'on appelle ce modèle de communication, on l'appelle le modèle de référence OSI, Open System Interconnect, bien Open System Interconnection. Alors, c'est un modèle qui permet de normaliser toutes les des systèmes de communication réseau à travers le monde entier, quel que soit le constructeur, quels que soient les systèmes utilisés, on arrive toujours à communiquer, n'est-ce pas? Et donc, à ne pas confondre, OSI, c'est le modèle de communication homologué et ISO, c'est ce qu'on appelle l'Organisation internationale de normalisation. Parfois, donc, les étudiants commettent, font ce qu'on appelle confondre donc ces deux termes. Donc, il y a OSI qui veut dire le modèle de communication réseau et ISO qui est ce qu'on appelle l'Organisme international de la normalisation, n'est-ce pas? Alors, il s'agit d'un cadre à usage général qui caractérise et normalise la façon dont les ordinateurs communiquent entre eux sur le réseau, n'est-ce pas? Donc, tout est normalisé, plus de soucis. Qu'on se trouve donc dans un environnement, bon, si je peux me le permettre, disons Microsoft,
un environnement comment dirais-je, Mac, n'est-ce pas, on arrivera toujours à communiquer, même si on utilise des systèmes d'exploitation différents. Donc, ce modèle a été conçu pour cela. Alors, son approche est à 7 niveaux de la transmission des données, divise donc les opérations en groupes d'actions spécifiques liées à chaque couche. Donc, on le verra plus tard. Donc, c'est un modèle qui se présente sous forme de couches. Et ici, chaque couche donc assure ce qu'on appelle un ensemble de services, que l'on appelle aussi des protocoles, n'est-ce pas? Et chaque couche rend service à la couche comment dirais-je, inférieure, et chaque couche, chaque couche supérieure va demander service à la couche inférieure, et inversement, chaque couche inférieure va demander service à la couche, va offrir service à la couche supérieure. Voilà ce qu'on appelle les primitives donc de service. Chaque couche supérieure demande un service à une couche inférieure, ce qu'on appelle le processus d'encapsulation, et chaque couche inférieure offre un service à une couche supérieure, ce qu'on appelle le processus de décapsulation, n'est-ce pas? Donc, je reprends. Donc, c'est un modèle à 7 couches. Donc, les couches, c'est quoi? C'est un regroupement de services, n'est-ce pas, à rendre tout au long du processus de transmission de l'information, du traitement et de transmission de l'information. Maintenant, les couches qui sont les plus hautes vont demander des services aux couches considérées comme basses, ce qu'on appelle le processus d'encapsulation. À chaque passage d'une couche, il y a ce qu'on appelle des informations supplémentaires qui sont ajoutées à la donnée. Voilà, de couche en couche, vers le niveau bas, il y a ce qu'on appelle l'ajout de services, et ça qu'on appelle le processus d'encapsulation. Maintenant, l'effet contraire, c'est-à-dire que lorsque la donnée arrive à un ordinateur, c'est le processus de décapsulation qui va se faire. Donc, chaque couche inférieure va offrir un service à la couche supérieure par le principe de décapsulation pour identifier donc les périphériques, pour identifier les applications et la donnée à traiter. Je m'excuse. Alors, commençons par ce qu'on appelle le processus d'encapsulation. Alors, supposons que deux machines veulent communiquer à travers un réseau, bien directement par câble. Alors, donc, nous allons expliquer ce processus d'encapsulation via ce qu'on appelle le modèle OSI. Donc, comme vous le voyez, donc voilà les 7 couches, n'est-ce pas? Alors, comment ça que se passe-t-il dans ce réseau? Maintenant, pour rappeler, pour qu'il y ait un réseau, donc il nous faut quoi? Un élément émetteur, un élément récepteur et un support de transmission, comme vous le voyez ici. Sans cela, on ne peut pas avoir de base sur les réseaux. Donc, un émetteur qui émet un signal, un receveur qui reçoit le signal, un support de transmission sur lequel on envoie le signal, n'est-ce pas? Et bien évidemment, il y a quoi? Il y a derrière ce qu'on appelle des protocoles de communication, de traitement et de communication, parce qu'un ordinateur est utilisé pour à la fois traiter l'information, et puisque maintenant ces ordinateurs sont connectés au réseau, doivent aussi être capables de transférer, assurer donc la transmission de l'information. Donc, voilà les deux grands aspects que l'on va gérer dans ce modèle, à savoir des couches qui vont assurer le traitement de l'information et des couches qui vont assurer la transmission de l'information. Donc, grosso modo, on a donc deux grandes couches, à savoir les couches hautes de traitement et les couches basses de transmission. Alors, comment sont réparties donc ces différentes couches à travers donc les 7 couches du modèle OSI? Bon, autant pour moi, comment sont réparties ces deux grandes couches, à savoir les couches hautes et les couches basses, à travers ces 7 couches du modèle OSI, n'est-ce pas? Alors, d'abord, on a ce qu'on appelle la couche application. C'est quoi la couche application? C'est simplement la couche théorique, donc je vais préciser le terme, théoriquement
précisé, bien utilisé par le modèle OSI, qui est habilité à simplement donner l'accès au service, comme on le voit ici. Donc, le point d'accès au service réseau, n'est-ce pas, ce n'est rien d'autre que la couche application. Donc, c'est à partir de cette couche que vous pouvez communiquer avec le système pour avoir accès au réseau. Alors, il y a plusieurs services que l'on peut utiliser. On peut prendre l'exemple, par exemple, du serveur HTML. Donc, HTML, comment dirais-je, autant pour moi, le service HTTP, le protocole utilisé pour la transmission de données sur le web. Le HTTP, le Hypertext Transfer Protocol, donc, est un protocole de couche application permettant d'assurer la communication web, n'est-ce pas? Alors, vous avez donc un navigateur web. Donc, à partir du navigateur web, vous pouvez taper donc vos requêtes qui seront traitées et envoyées à travers le réseau. Donc, ce genre d'application utilise donc un service dénommé le HTTP. Donc, pour revenir, c'est la couche qui assure le point d'accès, qui permet le point d'accès au service réseau. Donc, c'est à partir de cette couche que l'on crée la donnée, simplement. Alors, comme vous le voyez aussi, il y a ce qu'on appelle, à chaque fois que la donnée est créée, donc il y a ce qu'on appelle une encapsulation qui va se faire au niveau de la couche 7, comme vous le voyez ici. Donc, la couche 7 contient la donnée encapsulée, n'est-ce pas, au niveau application. Alors, justement, pour que cette donnée puisse être envoyée à travers le réseau, il faudrait que, voilà, la couche application demande service à ce qu'on appelle une couche située juste en bas qu'on appelle la couche présentation. Alors, comme son nom l'indique, présentation, c'est une couche qui offre une présentation de la donnée en un format compatible entre les systèmes qui vont communiquer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs constructeurs matériels et logiciels. Il y a plusieurs systèmes d'exploitation. Donc là, on est au niveau traitement. Donc, du coup, la donnée qu'on va traiter sur un système, disons, différent, doit être compatible dans un autre système qui lui aussi est différent, n'est-ce pas, de la source. Alors, disons que c'est la couche présentation qui va se charger de cela, assurer donc la compatibilité de la donnée entre les systèmes différents. Exemple, laquelle on l'appelle Open System, interconnecté, donc ouvert au système, n'est-ce pas? Ici, donc, la couche présentation gère l'aspect syntaxique, gère l'aspect sémantique donc, de la donnée, le codage, décodage, donc même ce qu'on appelle la partie, chiffrement que l'on verra plus tard, donc plus bas avec une autre couche, n'est-ce pas? Alors, donc, prenons encore une fois, la donnée est générée depuis la couche application. On demande service à la couche présentation qui gère l'aspect sémantique syntaxique, n'est-ce pas? Donc, afin que la donnée soit compatible entre les environnements. Alors, prenons l'exemple aussi de, par exemple, la plupart des fichiers, les extensions donc de fichiers, n'est-ce pas, sont associées donc à la couche présentation. Par exemple, si vous avez un fichier MP3, donc l'extension .mp3, donc c'est simplement un protocole de présentation de la donnée, n'est-ce pas, qui doit être compatible entre les deux systèmes. Donc chaque système qui utilise, la donnée au format MP3, n'est-ce pas, donc disons simplement que c'est le protocole, l'extension .mp3 qui permet d'interpréter le contenu, la suite binaire de votre fichier. Et tous ces mécanismes sont gérés par la couche présentation. Ça, j'ai donné seulement le cas d'un fichier audio. Il y a aussi le cas d'un fichier image, tel que les fichiers AVI, les fichiers images, les fichiers, par exemple, JPEG, etc., les fichiers texte, doc, les fichiers texte, .txt, etc. Tout ça, ce sont des extensions permettant simplement d'interpréter le contenu binaire et c'est plus ou moins associé donc à la couche présentation de l'information. Alors, une fois la donnée présentée, voilà, la donnée maintenant va subir une nouvelle encapsulation. Donc, la couche présentation va demander service à la couche session. Alors, cette couche session se charge de l'établissement du dialogue. Entre qui?
entre bien évidemment ce qu'on appelle les applications qui veulent communiquer. Alors, j'attire votre attention ici, c'est pas les machines qui communiquent, ce sont des applications qui communiquent. Et ces applications se trouvent sur des machines différentes. Ces machines se trouvent peut-être sur des réseaux différents. Donc, on doit permettre le dialogue entre les applications et non pas entre les machines. Donc, la couche session permet d'établir la session entre les applications qui communiquent, qui veulent échanger des informations. Donc, établissement du dialogue, n'est-ce pas? Et fermeture du dialogue, n'est-ce pas? Et entre autres, le chiffrement donc de la communication entre les applications. Alors, si vous entendez parler de session, bien donc comment dirais-je, de communication de bout en bout, n'est-ce pas? En réalité, c'est grâce à la session entre les applications. Par exemple, si vous prenez donc les services de WhatsApp, WhatsApp offre la communication de bout en bout, n'est-ce pas? Chiffré. Donc, ce déchiffrement est assuré au niveau de la couche session, n'est-ce pas? Alors, on passe par la suite à la couche transport. Alors, cette couche transport donc est à mi-chemin entre la transmission et le traitement. Une couche très importante qui permet d'identifier les applications. Alors, les données ont été traitées au niveau application présentée et comment dirais-je, la session établie entre les applications. Maintenant, la couche transport offre service aux couches supérieures. Et quel service? Le service d'identification des applications. Et pourquoi? Parce que dans une machine, il n'y a pas qu'une seule application qui accède au service réseau. Dans une machine, il y a plusieurs applications qui veulent accéder donc à la carte réseau, n'est-ce pas? Et l'accès se fait de manière concurrentielle, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle un mécanisme de multiplexage qui va se faire. Alors, de ce fait, il faut impérativement avoir une structure qui permet d'identifier chaque application, bien disons, d'identifier chaque type d'application. Et c'est la couche transport qui le permet. Chaque type d'application qui se trouve sur la machine est identifié par un numéro de port. Maintenant, il y a deux types de ports. Il y a ce qu'on appelle les ports TCP pour les applications qui sont fiables, orientées connexion. Et il y a ce qu'on appelle les ports UDP, les types d'applications orientées non connexion. Si l'application est fiable, donc c'est du TCP qui est utilisé. Si l'application n'est pas fiable, qui met l'accent sur la vitesse, le débit, donc c'est du UDP. Alors, TCP qui veut dire Transmission Control Protocol, le protocole de contrôle de la transmission. Et UDP qui veut dire simplement User Datagram Protocol. Alors, UDP c'est tout protocole ou bien toute application sur lesquelles on ne se base pas sur la vérification à la destination. Bon, on y reviendra plus tard, n'est-ce pas? Bon, revenons simplement. La couche transport, encore une fois, permet d'identifier des types d'applications utilisées sur une machine. Je peux donner l'exemple de HTTP. Le protocole HTTP, c'est un protocole identifié par le numéro de port 80. À chaque fois que l'on transmet donc une information vers un serveur web, par exemple Google, par exemple vous tapez devant votre navigateur www.google.com, vous envoyez une requête vers le serveur de Google. Mais sur ce serveur de Google, est-ce qu'il n'y a qu'une seule application là-bas? Non, il y a plusieurs applications. Et donc, il faut en plus préciser donc, le numéro de port pour que, une fois que l'information arrive au niveau du serveur de Google, pour que le serveur de Google dise attention, l'information là est destinée à telle application, l'application HTTP. Il en est de même pour l'application DNS. Si vous envoyez une requête vers un serveur DNS, le serveur DNS, l'application DNS sur ce serveur va répondre sur le port 53. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour chaque application, donc, il y a un numéro de port dédié, n'est-ce pas? Donc, et ces numéros de port sont classés en deux catégories, les ports TCP et les ports UDP. Les ports TCP, ports fiables, autant pour moi, donc les applications fiables, orientées connexion,
n'est-ce pas? Reconstitution des données non transmises à la destination, correction d'erreurs, tandis que UDP, donc il n'y a pas tout cela, donc uniquement assure la rapidité de la transmission. Alors, donc je rappelle, donc là on est au niveau de la couche 4, donc la donnée de la couche 7, 6, 5 sont encapsulées dans ce qu'on appelle l'entête de couche transport. Alors, que se passe-t-il? Voilà, la donnée ou bien notre information va continuer son chemin, arriver au niveau de la couche transport, réseau autant pour moi. Maintenant, au niveau de la couche réseau, même procédure qui va se faire. Étant donné qu'on a déjà identifié l'application source et l'application de destination, maintenant il nous faut identifier le local, logiquement le local où se trouvent donc ces applications qui veulent communiquer. Et c'est la couche réseau qui offre ce service. Alors, en faisant quoi? En quoi faisant de moins? En utilisant ce qu'on appelle un système d'adressage. Alors, le système d'adressage utilisé pour les applications, c'était les numéros de port. Maintenant, ici, on a au niveau de la couche réseau le système d'adressage logique qui permet d'identifier les réseaux grâce aux adresses IP. Alors, il y a deux systèmes d'adressage IP utilisés, à savoir l'adressage IPv4 et l'adressage IPv6. Donc, l'application source sera identifiée par une adresse IP source. L'application destination sera identifiée par une adresse IP de destination, n'est-ce pas? Et tous ces mécanismes sont assurés au niveau de la couche réseau. Donc, l'encapsulation de couche réseau se fait donc sur la couche 3, n'est-ce pas? Alors, maintenant, au niveau périphérique dans les réseaux, comme on l'avait vu la dernière fois, il y a ce qu'on appelle un équipement qui se base sur des adresses IP pour convoyer les informations. Et cet équipement, c'est le routeur, n'est-ce pas? Donc, toute information arrivant au routeur et sur le routeur donc est traitée et envoyée d'un réseau à un autre. Donc, autrement dit, c'est le routeur qui permet d'interconnecter des réseaux différents. Si nos deux applications se trouvent sur des réseaux différents, donc forcément, on a besoin, comme on l'avait dit la dernière fois, d'un routeur pour router les informations d'un réseau vers l'autre, ou bien router les paquets d'un réseau vers un autre. Alors, justement, la couche suivante, c'est la couche liaison de données, qui va aussi, la couche réseau va demander un autre service à la couche liaison de données. Quel service? Le service d'identification donc des périphériques. Ah, justement, dans un réseau, il y a des ordinateurs, n'est-ce pas, certes, identifiés par des adresses IP, donc le local est identifié, mais les périphériques de ce local doivent aussi être identifiés individuellement, ce qu'on appelle le système d'adressage physique. Chaque périphérique est identifié de manière unique, donc ce qu'on appelle l'adresse physique. Donc je rappelle, au niveau réseau, on a des adresses logiques, n'est-ce pas? Par contre, au niveau physique, liaison de données, on a des adresses physiques, communément appelées des adresses MAC. Alors, justement, une adresse IP n'a d'existence, une adresse IP n'a d'existence que si et seulement si elle est associée à une adresse MAC. Donc, justement, la couche réseau va demander service à la couche liaison de données pour savoir quelle adresse IP est associée à quelle adresse MAC et vice-versa. Donc, maintenant, au niveau de la couche liaison de données, il y a plusieurs technologies qui utilisent ce qu'on appelle le système d'adressage MAC. Bon, l'adresse MAC, c'est le numéro de la carte de réseau, n'est-ce pas? Donc, chaque carte réseau, il y a un numéro qui est enregistré sur la puce qu'on appelle le numéro MAC, n'est-ce pas? Alors, les technologies Ethernet, Wi-Fi, comment dirais-je, Zigbee, Z-Wave, et j'en passe, Bluetooth, tous utilisent donc le même principe d'adressage MAC, n'est-ce pas? Donc, c'est l'adresse qui permet d'identifier chaque périphérique de manière unique. Donc, c'est une adresse qui ne change pas. Et l'équipement qu'on avait vu dernièrement qui permet de
gérer les adresses MAC, c'est le commutateur, n'est-ce pas, communément appelé le switch, n'est-ce pas. Alors, nos données réseau sont passées au niveau liaison de données et la couche liaison de données a assuré le service d'association d'adresses MAC à adresse IP, n'est-ce pas. La suite, c'est quoi? C'est simplement prendre le tout, c'est-à-dire depuis la couche liaison L7, layer 7 jusqu'à layer 2. Donc, c'est le processus d'encapsulation qui se fait. Encapsulation niveau 6, niveau 5, niveau 4, niveau 3 et niveau 2. Donc, à ce stade, donc, la donnée qui a été encapsulée jusqu'à la couche 2 va être organisée et envoyée au niveau de la couche physique. Et qu'est-ce qu'on y trouve au niveau de la couche physique? C'est simplement tout ce qui est relatif au codage de la donnée sous forme binaire sur les supports de transmission, les câbles à paire torsadée, ce qu'on appelle les câbles Ethernet à paire torsadée, câbles Ethernet fibre optique, n'est-ce pas, ou bien par transmission sans fil, les ondes radio, les ondes lumineuses, n'est-ce pas. Tout cela est relatif à quoi? À la couche physique. Et comme vous l'avez vu dans le cours précédent, bon, avec les étudiants, donc au niveau de cette couche physique, on gère tout ce qui est codage niveau physique, autant pour moi. Le codage, oui, et la modulation, n'est-ce pas? Donc les techniques de codage binaire en bande de base, les techniques de codage en large bande, modulation, Manchester simple, Manchester différentiel. Donc voilà, tout ceci est implémenté au niveau de la couche physique, n'est-ce pas? Donc à ce stade, donc on arrive à terme donc de la transmission de la donnée au niveau de la carte, n'est-ce pas? Ou bien donc au niveau du support, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, une fois la donnée transmise à la destination, que se passe-t-il? La même procédure va se faire, mais inversée. C'est ça qu'on appelle le processus de décapsulation. Alors, la donnée a été envoyée, ça passe sur les supports de transmission. Maintenant, ça arrive au niveau du serveur. C'est-à-dire maintenant, le receveur va recevoir donc l'information, n'est-ce pas? Il va recevoir l'information à partir de sa carte réseau. Donc là, on est au niveau de la carte réseau. Donc l'information est transmise au niveau de la couche liaison de données. Donc, disons que c'est notre commutateur qui est là, qui va recevoir donc la donnée, n'est-ce pas? Et ce commutateur va analyser quoi? Des adresses MAC. Donc, il va analyser l'adresse MAC de destination. En l'occurrence, ça devrait être l'adresse MAC de cette machine-là. Est-ce que l'adresse MAC que j'ai reçue correspond à l'adresse MAC de cette machine? Oui. Maintenant, je vais offrir le service d'analyse donc de cette en-tête, n'est-ce pas? Et j'enlève donc les en-têtes de couche 2. Alors, en tête de couche 2, vous avez quoi? L'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination que, cet équipement va lire. Il décapsule l'information et va présenter quoi? Va présenter simplement le format de données qu'on appelle le paquet au niveau de la couche de réseau. Ici, on a ce qu'on appelle une trame. On le reverra plus tard, n'est-ce pas? Donc, la trame au niveau de la couche liaison de données est analysée, c'est-à-dire avec les adresses MAC et adresses MAC source et adresse MAC destination. Une fois terminé, on décapsule et on transmet cette information à la couche réseau. Donc, là, on est au niveau de la couche réseau avec l'entête de couche 3. Alors, que fait le routeur? Le routeur va simplement se baser sur les adresses IP pour déterminer, voilà, est-ce que l'adresse IP source et l'adresse IP destination sont correctes, n'est-ce pas? Oui. Donc, il va procéder à la décapsulation de l'information et présenter le segment au niveau de la couche transport. Donc, je rappelle, le segment, c'est l'unité de données qu'on va trouver au niveau de la couche transport. Alors, au niveau de la couche transport, donc on va vérifier maintenant l'information pour savoir est-ce que quel est le port de moins utilisé en destination sur cette
machine. Alors, s'il s'agit donc d'une communication web vers un serveur web, n'est-ce pas? Par défaut, on va voir le port 80, n'est-ce pas? On décapsule et on présente la donnée au niveau de la couche session. Donc, une fois au niveau de la couche session, que se passe-t-il là aussi? Même chose, on va voir l'ensemble des services relatifs donc à l'établissement de dialogue entre les applications. Arrivé au niveau de la couche présentation, donc on va voir les détails relatifs au format de la donnée à présenter au serveur, n'est-ce pas? Et application, voilà, le serveur reçoit la donnée, n'est-ce pas, émanant donc de l'émetteur. Donc, par exemple, c'est une requête web qui émet, qui provient donc de l'émetteur. Et voilà comment la communication est assurée entre l'émetteur et le serveur, quel que soit le type de réseau utilisé, n'est-ce pas? Cette communication, elle est assurée grâce à quoi? Au concept donc, du modèle aussi, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, quels sont les avantages que l'on tire de ce modèle aussi? Toutefois, comme avantage, on peut dire simplement une indépendance, n'est-ce pas, entre les corps qui interviennent à travers ce réseau. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, le modèle aussi c'est un modèle qui permet de fluidifier, qui permet d'assurer une communication fiable à travers donc, le réseau, quel que soit le type de matériel que l'on utilise, quel que soit les applications utilisées, on doit pouvoir communiquer sans problème, n'est-ce pas? Alors, certes, ça aussi apporte donc une indépendance, n'est-ce pas, entre ceux qui interviennent sur le réseau et ceux qui développent les applications, donc les développeurs et les administrateurs réseau, n'est-ce pas? Donc, il y a une indépendance entre ces deux. Ceux qui interviennent sur les applications peuvent développer les applications sans se soucier des problèmes de transmission. Et ceux qui développent les problèmes relatifs ou bien traitent les problèmes relatifs à la transmission sans se soucier des applications. Donc voilà l'avantage qu'offre donc le modèle aussi, n'est-ce pas? Donc les ingénieurs n'ont pas besoin de concevoir une technologie pour qu'elle fonctionne de bout en bout, de haut en bas du modèle. Ils peuvent simplement se concentrer sur leur niveau d'expertise et assurer qu'ils respectent donc les normes de niveau supérieur et inférieur. Cela donc conduit à des normes ouvertes et à des interopérabilités entre plusieurs fournisseurs. Par exemple, si vous êtes un développeur d'application, vous pouvez simplement vous concentrer sur 3 couches supérieures, les couches inférieures étant du domaine des ingénieurs réseau. Alors, je rappelle encore une fois, les couches supérieures, on les appelle les couches hautes. Ce sont les couches application, présentation, session, n'est-ce pas? Et même transport. Alors, ces couches hautes assurent le traitement de l'information. Le traitement de l'information. Les couches basses assurent la transmission de l'information, à savoir les couches transport, réseau et liaison de données jusqu'à physique. Ce sont ces couches qui assurent donc la transmission de l'information. Maintenant, la couche transport est à mi-chemin entre les couches hautes et les couches basses, n'est-ce pas? Le dépannage est plus facile car vous pouvez analyser un problème de manière logique, couche par couche, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que plus tard, que l'on soit développeur, que l'on soit résologue, on va plutôt avoir une approche modèle qu'au lieu d'une approche, n'est-ce pas, intervention directe sur le matériel, bien sûr le logiciel, mais on va plutôt passer modèle au lieu donc des aspects relatifs donc aux applications, bien au réseau, n'est-ce pas? Alors, il est difficile donc de estimer l'importance du modèle aussi pour les réseaux informatiques, n'est-ce pas? Au fur et à mesure que vous gagnerez en expérience, vous réfléchissez selon le modèle, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, lorsque vous dépannerez ou apprendrez donc une nouvelle technologie, n'est-ce pas? Donc, on est plutôt maintenant orienté vers
un concepteur, n'est-ce pas? Donc, et là, c'est le modèle à chaque fois qui va nous servir de référence. Donc, sur le terrain, vous allez entendre des technologies et des problèmes décrits en fonction donc de la couche du modèle OSI. Donc, en somme, disons simplement, le modèle OSI va nous servir simplement de repère dans toutes les résolutions de problèmes, que ce soit d'application ou bien, comment dirais-je, de réseau. Donc, c'est le modèle OSI à chaque fois qu'on va avoir comme modèle de tableau de bord, au niveau de notre tableau de bord pour pouvoir solutionner donc les problèmes qu'on va rencontrer dans, comment dirais-je, le traitement de l'information de manière générale. Alors, on a vu les 7 couches d'application jusqu'à physique, n'est-ce pas? Maintenant, pour un début, il peut s'avérer difficile à retenir ces couches, mais il y a quelques mémotechniques, ce qu'on appelle des techniques permettant donc à la mémoire donc de se rappeler donc d'une suite, n'est-ce pas, de mots. Alors, on va vous présenter, par exemple, pour les couches, des couches basses vers les couches hautes. Vous avez physique, liaison, réseau, transport, session, présentation et application. Alors, maintenant, si ceci est difficile à définir dans un premier temps, vous pouvez vous baser sur l'acronyme PLR-TSPA avec donc la phrase, par exemple, partout le roi trouve sa place assise. Bon, là, c'est beaucoup plus facile de retenir que physique, liaison, réseau, etc. Alors, partout, le P veut dire physique. Le, liaison, roi, réseau, trouve, transport, ça, session, place, présentation, assise, application. C'est beaucoup plus simple donc de retenir cette à partir donc de là retenir donc les différentes couches, ou bien vous pouvez aussi utiliser pour le réseau, tout se passe automatiquement, n'est-ce pas? Donc, même chose, les premières lettres donc veulent référencer les mots ou bien les couches du modèle aussi, n'est-ce pas? Alors, dans l'ordre inversé, vous avez, c'est-à-dire depuis les couches hautes vers les couches basses, vous avez application, présentation, session, transport, réseau, liaison et physique, n'est-ce pas? Alors, je rappelle, des couches hautes vers les couches basses, c'est le cheminement vers l'encapsulation. Des couches basses vers les couches hautes, c'est le cheminement vers la décapsulation, n'est-ce pas? Et là aussi, vous avez l'acronyme APSTRLP et vous pouvez retenir donc la phrase après plusieurs semaines, tout respire la paix. Donc, c'est celle que je préfère. Après plusieurs semaines, tout respire la paix après application, plusieurs présentations, semaines, sessions, tout, transport, respire, réseau, la, liaison et paix physique. N'est-ce pas? Donc, voilà une brève présentation donc du modèle OSI, n'est-ce pas? Modèle utilisé, n'est-ce pas, homologué par l'ISO afin de servir de référence dans la communication réseau à travers le monde entier. Maintenant, toutefois, ce modèle, c'est simplement un modèle théorique. C'est-à-dire que c'est ce que l'on doit respecter pour assurer une communication fiable à travers les systèmes ouverts. Maintenant, ce modèle, en réalité, c'est pas un modèle qui est implémenté à 100%, n'est-ce pas? Parce que tout dépend donc des caractéristiques d'ordre matériel et logiciel, et pour cela, il nous faut des protocoles, n'est-ce pas? Et justement, il y a un modèle qui se base sur le modèle OSI, qui est un modèle à base de protocole et non pas à base de concept, n'est-ce pas, implémenté sur les ordinateurs. Et ce modèle, on l'appelle le modèle TCP/IP. Donc, c'est un modèle qui se base encore une fois sur le modèle théorique OSI pour être implémenté, n'est-ce pas? Donc, c'est le modèle de communication réseau à travers le monde entier. C'est le modèle de communication réseau sur Internet. Mais la référence, c'est quoi? C'est le modèle OSI, n'est-ce pas? Donc, voilà, je vous remercie d'avoir suivi donc cette vidéo. Alors, faut pas oublier donc de cliquer sur la cloche pour suivre les notifications, aimer et partager. Merci beaucoup et à bientôt.